la terminologie qui se réfère à la prise ou non prise de traitement, elle varie si on se place d'une perspective soignante ou d'une perspective anthropologique. Et généralement, ce sont les professionnels de la santé qui utilisent le terme de compliance ou le terme d'adhésion au traitement. Et ce terme signifie généralement l'approbation réfléchie et l'acceptation d'un traitement. Et en anthropologie, la perspective est un petit peu différente. On ne réfléchit pas seulement en termes d'adhésion au traitement. On considère que les patients ont des logiques, des stratégies, ils opèrent des choix. Ce sont des choix qui sont raisonnés, qui se construisent au fil du temps et qui se construisent du fait de leur expérience et de l'efficacité des traitements ou des effets indésirables, du fait des expériences développées à partir de plusieurs traitements. Et ce qui est vraiment essentiel de noter et de retenir, c'est que dans certains cas, certaines personnes pourraient considérer qu'un refus ou une pause dans un traitement est une non-compliance, une absence d'adhésion au traitement, mais en réalité, cette abstinence, cette pause médicamenteuse, elle participe au processus d'appropriation du traitement. Et donc, il y a plusieurs exemples dont je pourrais vous parler qui nous permettent de comprendre ceci. Donc, on a par exemple un monsieur qui nous raconte qu'il a expérimenté des myalgies, des douleurs dans les jambes et qu'il les associe à sa prise de statine. Et par conséquent, il arrête sa prise de statine et il conclut qu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Il va arrêter le traitement de statine. Il ne s'agit pas de non-compliance ou de non-adhésion au traitement. Il s'agit de logique, il s'agit de choix raisonnés qui sont à considérer dans l'ensemble de la trajectoire thérapeutique de la personne. Donc, lorsqu'on parle d'observance, il y a des modalités d'observance thérapeutique différenciées. C'est-à-dire que dans certains cas, il s'agit de faire ce que le thérapeute a dit. Donc, il y a des personnes qui vont nous raconter « je fais ce qu'il me dit ». Et là, dans ce cas-là, on parle par exemple d'observance passive ou cléricale. D'autres personnes nous parlent d'observance contrainte. D'autres parlent d'observance liée à la confiance qui est créée avec le thérapeute. Donc, ils sont observants ou ils sont compliants en vertu de la confiance qu'ils ont à l'endroit de ce thérapeute. Et dans le cadre de l'étude qu'on mène, on a vu un petit peu émerger la figure de l'observance concédée, c'est-à-dire que les personnes savent qu'ils prennent des traitements bien qu'ils souhaitent être dans une modération thérapeutique ou dans une sobriété. Ils disent qu'ils voudraient ne pas en prendre si c'était possible. Et on observe bien entendu une observance critique, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de questionner la pertinence du traitement et la pertinence du traitement pour soi. Une chose qui est très importante, c'est que l'une des clés de voûte de l'observance, c'est véritablement l'habitude. C'est la mise en place de routines. Et donc, cette routine ne survient pas du jour au lendemain. Tout d'abord, les personnes doivent élaborer leur traitement, souvent en concertation avec leur médecin. Donc, on a par exemple une personne qui nous raconte qu'elle a, avec son médecin de traitement, trouvé le bon dosage et le bon équilibre quand il s'agit de l'utilisation de son Euthyrox. En second lieu, il y a le fait qu'il y a tout ce processus d'acceptation de la maladie chronique, des maladies chroniques cumulées, puis tout cela s'incruste dans le quotidien, ça veut dire dans les temporalités, dans les espaces et dans les objets. Donc dans les temporalités, ça signifie que on va avoir des routines associées à certains horaires. Donc, on sait que le matin, à 8 heures, on va prendre le Thyrox, à midi, on va prendre l'autre traitement. Les espaces, c'est une chose vraiment intéressante qu'on a pu observer. Certaines personnes nous montrent
la façon dont il y a finalement un chemin dans leur maison, le chemin de la polymédication. Donc, on voit la façon dont l'espace est mobilisé pour que soient incrustés dans le quotidien ces traitements. Et enfin, on voit aussi qu'il y a certains objets qui sont mobilisés pour fabriquer ces rituels et pour fabriquer cette personnalisation, cette incorporation du traitement. Une chose qui est importante à considérer, c'est qu'il y a malgré tout différents éléments qui peuvent venir faire basculer cette routine. En premier lieu, on peut parler de la question des génériques, puisqu'il y a certaines personnes qui nous racontent que parfois ils se présentent auprès de leur pharmacien et les pharmaciens leur proposent tout changer, prendre des génériques. Puis les personnes nous disent, mais on est quand même des humains. Et puis ils nous expliquent la façon dont ils avaient des repères avec ce nom, avec ce type de médicament. Et comme je vous l'avais indiqué, ces médicaments se sont incrustés dans le quotidien et faire des changements aussi radicaux, donc passer au générique, ce n'est pas si anodin. En second lieu, certaines personnes nous parlent de certains événements liés aux hospitalisations qui sont très déstructurantes parce qu'ils peuvent rentrer, avoir un séjour hospitalier et puis là, on considère que le traitement est tout à revoir. Et puis, un autre facteur, c'est que dans certains cas, les personnes sont amenées à avoir de nouveaux spécialistes qui ont relativement peu de temps pour faire le bilan du reste de la médication. Et puis, de cette façon, se surajoutent de nouveaux traitements. Et ces éléments sont des facteurs de déstabilisation dans certains cas. Il y a un autre élément qui est qu'il y a certaines personnes qui nous racontent que bon, si elles se trouvent à l'hôpital, par exemple, et puis finalement, elles ne sont pas confrontées à des options thérapeutiques qui leur conviennent ou qui sont celles dont elles sont habituées. Donc, par exemple, il y a certaines personnes qui préfèrent les traitements phytothérapeutiques ou homéopathiques, qui ne vont pas avoir cette possibilité lorsqu'ils sont hospitalisés. Ça va être quelque chose qui va être déstabilisant et qui va générer, dans certains cas, des résistances. Donc, on a par exemple une personne qui nous dit on m'a donné ces opioïdes, je ne comprenais pas pourquoi je devais prendre ces opioïdes. Je préférais un traitement chamanique et donc finalement, elle ne prenait pas ces opioïdes. Donc, l'intérêt des études qu'on qualifie d'ethnographiques par opposition aux études quantitatives, c'est d'une part, lorsque l'on va, comme c'est le cas pour nous, chez les personnes, c'est d'avoir cette vue globale, cette vue d'ensemble de leur situation. On voit l'ensemble et pas juste une petite partie du problème. Ça nous permet de révéler l'étendue de l'ingéniosité des sujets que l'on observe, ces personnes qui doivent composer avec ces différents traitements. Ça nous permet de voir la diversité des recours thérapeutiques. Ça leur permet aussi de ne pas seulement nous raconter leurs traitements, leurs mots, leurs difficultés, mais aussi nous montrer les stratégies qu'ils développent, les conditions dans lesquelles ces personnes évoluent, leurs difficultés de mobilité, l'importance de l'entourage. Et une chose vraiment très importante pour ce type d'études, c'est que les personnes sont en mesure de nous livrer un discours critique. Et c'est très fréquemment le cas dans le cadre de cette étude. Les personnes ont vraiment un positionnement critique à l'égard du système de santé, de l'industrie pharmaceutique, et ils ont véritablement des propos nuancés. Et cela échappe évidemment aux statistiques.